Il n'y a pas de société comparable au Québec en termes de taille qui a des débats aussi ridicules sur des choses qui devraient être, je veux dire, ça devrait être des questions administratives, là. Bonjour à tous. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, que vous voulez vous abonner pour accéder aux épisodes d'avance et même à du contenu exclusif, eh bien, il y a des options qui s'offrent à vous. Sur YouTube, vous pouvez descendre la page, vous pesez sur le bouton « Se joindre ». Il y a plusieurs options qui vont s'offrir à vous, dont celle de vous abonner pour une somme modique, mensuelle. Vous allez avoir les épisodes 3 semaines d'avance ainsi que du contenu exclusif pendant une durée de 3 mois. Sinon, si vous voulez écouter les épisodes d'avance, juste les écouter, vous pouvez vous joindre à nous sur Patreon également. Le lien est juste en bas dans la description. Et sinon, on se voit à chaque mardi pour un nouvel épisode. Merci et bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Je le répète encore une fois parce que pour certaines personnes, c'est peut-être pas clair, mais c'est un balado dans lequel je reçois 2 types de personnes. Pour le moment, la formule va peut-être changer. Des gens avec qui je partage à peu près aucun point de vue et je fais un pari audacieux, celui de m'asseoir avec eux et de converser dans un monde de chambre d'écho. Je reçois aussi des gens avec qui j'ai des opinions parfois convergentes, des fois avec des gens avec qui je m'entends super bien, mais ce sont des gens qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent. Donc, le titre, c'est « Il reste du monde pour en parler », que ce soit avec le premier type d'invité ou le deuxième. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Hamel, qui est un investisseur, quelqu'un que je reçois. Il est comme dans les 2 catégories, lui, parce qu'on a des points de vue, convergents, mais c'est surtout parce que tu as un style qui détonne, je trouve, à l'époque dans laquelle on vit. C'est très rigide. Le système à la fois médiatique, même les réseaux sociaux, on va trop loin très rapidement. Et je voulais m'asseoir avec toi pour qu'on jase comme ça, surtout de Montréal, parce que c'est une ville qu'on habite tous les deux. C'est une ville qui te déçoit. C'est une ville qui me déçoit aussi. Puis je trouve qu'on passe souvent autour du sujet parce que, évidemment, je viens de le dire, on ne peut pas dire certaines affaires, on ne peut pas parler de même. Puis toi, au contraire, tu le dis que ça t'énerve parce que t'aimes cette ville-là. Donc, ça part d'une bonne intention, je pense. Oui, absolument. De l'amour. Puis quand on est déçu en amour, des fois, on pète une coche. Faut le dire, exactement. Faut le dire, exactement. T'es un investisseur. T'es un gars qui défend le Bitcoin depuis vraiment quelques années déjà. La première question que j'aurais envie de te poser, c'est quoi le rapport des Québécois à l'argent? Écoute, le rapport avec les Québécois à l'argent, je pense qu'il est un peu hypocrite. Le rapport avec les Québécois à l'argent, c'est souvent caché, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. On a souvent, on disait on ne parle pas d'argent, de politique et je pense de religion à la table. Ouais. Or, je pense que les 3 sujets peuvent faire d'excellentes discussions. Je pense qu'il y a peut-être une espèce de fond chrétien, une espèce de fond catholique là, qui remonte à longtemps. Je pense que c'est une bonne partie du problème dans lequel on vit aujourd'hui. Les Québécois ont été désensibilisés par rapport à la question monétaire/financière, si on veut. Mais tu sais, on parle de fonds judéo-chrétiens, on parle souvent de ça. Puis ça fait longtemps, ça. C'est vraiment comme dans notre âme, là, dans notre squelette. Ouais, tu sais, je pense que c'est un peu contraire à tout, mettons, l'aspect plus anglo-saxon où il y a un accent qui est beaucoup plus porté sur l'individu versus la collectivité. Et remarquez à chaque fois que soit un homme d'affaires ou un athlète ou un artiste gagne un prix, il va toujours remercier Dieu. Parce que le succès pour eux, le succès individuel, c'est une espèce de don de Dieu. Donc, le Québec, le Québécois, c'est plus dans une perspective collectiviste de se rabaisser à la moyenne en général. Donc, moi, je pense qu'on ne célèbre pas assez nos champions. On a des champions incroyables au Québec au niveau des marchés financiers. On a des entrepreneurs incroyables. Je pense que c'est une industrie, c'est un échantillon de la population qui a été mis à mal dans les dernières années. On parle juste des scandales, on parle des fraudeurs, on parle des entreprises qui échouent, mais on parle jamais vraiment des vrais champions. Puis c'est quoi l'essence même? Tu sais, le succès financier, ça vient du travail, oui, ça vient de l'ambition, ça vient de valeurs bien établies, etc. Donc c'est une conséquence d'une série de valeurs qui n'ont rien de... Il n'y a rien là-dedans qui ne devrait pas être discuté, bien au contraire. Je pense que c'est ça qu'il faut ramener. Il faut ramener la prospérité comme étant une fin, pas une fin en soi, mais une espèce d'objectif désirable pour la société. C'est ça que la droite en général ou qu'on a de la misère à communiquer au Québec. La prospérité comme étant
une finalité ou du moins une direction qui est désirable. Mais tu sais, je t'écoute, puis j'ai envie de te dire, on part de loin. Parce que pour se rendre là où tu voudrais qu'on se rende, il faudrait déjà qu'on arrête, et là tu vas me dire si tu es d'accord, mais de délégitimer ceux qui ont fait de l'argent et qui proposent des points de vue dans l'espace public. Tu sais, depuis quelques années, il y a un gars comme Luc Poirier, par exemple, qui émerge, quelqu'un qui est presque milliardaire, un gars qui vient d'un milieu très modeste, là. Je veux dire, il a déjà raconté avoir dormi, au même titre qu'un Alain Bouchard, par exemple, là, qui dormait sur des planches de bois, tu sais, dans des dortoirs. Puis ces gars-là, ben, surtout Luc Poirier, partagent des points de vue, disent ce qu'ils pensent, et on dirait que parce qu'ils sont riches, et je pense que c'est ça, ben c'est pas si intéressant que ça, ce qu'ils ont à dire. Tu sais, en fait, tu connais pas ça, toi, la vraie vie, tu sais, Non, parce que tu as de l'argent. Mais ça, c'est quand même incroyable parce que généralement, on délégitime la parole de quelqu'un, la voix de quelqu'un parce que cette personne-là est dans l'erreur, parce que cette personne-là n'a pas lu sur un sujet dont elle parle. Mais là, c'est vraiment la fortune qui vient faire en sorte que tu es disqualifié. Absolument. Ils sont tout de suite targués, ils sont tout de suite étiquetés comme étant vous faites partie d'une certaine élite, etc. Je pense qu'il y a une bonne partie aussi de la classe entrepreneuriale du Québécois qu'on n'entend pas assez sur des sujets, sur des enjeux de société, sur des enjeux politiques même. Moi, je pense que c'est pas incompatible. La politique, c'est une partie, ça fait partie intégrante des marchés financiers, etc., de l'économie en général. Donc, qu'il y ait des sujets qui fassent partie de la discussion politique, que des dirigeants d'entreprise ou que des gens qui aient fait fortune puissent en parler. Moi, je pense au contraire, c'est absolument désirable. C'est plus présent, encore une fois, dans le milieu anglo-saxon. Moi, je pense que c'est une espèce de, je dirais, un symptôme de ce que j'appelle un peu l'absence de la société civile au Québec. Il n'y a pas vraiment de société civile au Québec. Il y a les grandes corporations, il y a les médias, puis il y a les syndicats. Il n'y a pas rien en d'autre. Il y a un petit peu d'association, tout ça, mais tu regardes à peu près les lobbies comme les chambres de commerce, c'est rendu essentiellement des porte-voix gouvernementales. Il n'y a plus vraiment de société organisée en dehors de ces cercles traditionnels-là. Puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans la société anglo-saxonne. Sous quelle forme, par exemple? Par exemple, des groupes d'intérêt, que ce soit des groupes d'intérêt dans le secteur des affaires, etc. On sent qu'il n'y a pas de vitalité dans ce secteur-là au Québec. Il n'y a personne qui veut parler. Tout le monde a peur. Il y a une espèce de régime de terreur. Vous savez, comme moi, comme commentateur politique / économique, si vous saviez comment de gens m'écrivent sous le couvert de l'anime. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'aimerais ça pouvoir parler, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pourraient parler plus que ça. Là. On n'est pas quand même dans un régime nazi. Là. Donc, moi, je trouve ça un peu déplorable et je pense qu'une bonne partie des problèmes qui affligent le Québec sont un peu dépendants de cette espèce d'inertie-là. Qui retombe un peu sur les épaules des leaders qui, je pense, n'assument pas assez cette responsabilité de se lever quand c'est le temps. C'est un monde dans lequel avoir du succès nous décourage presque à prendre la parole parce qu'on sait ce qui nous attend. Exact. Ça donne un monde où la critique, parce qu'elle provient souvent de gens qui voyagent beaucoup pour voir que finalement, ce qui se passe ici, c'est pas l'Eldorado tant que ça. OK, il y a des affaires qui marchent pas. Ça vient souvent de gens qui voyagent, de gens qui parlent avec du monde qui proviennent de l'étranger. Ben, ça donne un monde, donc, ces deux variables-là que je décris, un monde dans lequel, finalement, prendre la parole, toujours guidé par un amour, par exemple, de la ville de Montréal ou du Québec ou de la société, de n'importe quoi, là, ben, c'est devenu impossible si c'est pas de façon complaisante. Absolument, absolument. Et puis, tu as toujours la réplique à ça qui est si t'es pas content, pourquoi tu t'en vas pas? Encore une fois, c'est la preuve. Les racines familiales remontent à la colonisation de la Nouvelle-France. Je veux dire, on a certaines. J'ai de la famille au Québec, j'ai des investissements au Québec. Je veux dire, moi, j'aime profondément l'histoire du Québec, aller jusqu'au tout début. Donc, je veux dire, le fait de partir, oui, il y a des choses qui fonctionnent beaucoup mieux ailleurs, et c'est souvent dans cette perspective-là, particulièrement le fait de voyager, tu te rends compte, il y a au niveau des infrastructures, au niveau de la propreté, si on revient sur le sujet de Montréal notamment, moi je le dis souvent, il y a peu de villes de l'ampleur de Montréal à l'heure actuelle qui sont dans l'État de Montréal. Là. C'est absolument déplorable. Au niveau, par exemple, des services publics au Québec, par rapport à la contribution qu'on fait, le Québécois, même le Canadien moyen, en termes de contribution de taxes et impôts, je veux dire, le niveau de service qu'on obtient, la qualité des services qu'on obtient, c'est quand même assez remarquable là, en termes de je veux dire, il n'y a pas un endroit dans le monde où vous allez attendre pour voir des spécialistes en santé ou presque. Là. Mais rassure-moi, tu compares quand même Montréal à des grandes villes, je ne sais pas moi, de la Scandinavie ou de l'Europe occidentale
occidentale. Tu compares pas Montréal à Douala, là, en Non, Afrique. moi, ça, je vais te reprendre là-dessus. Moi, je compare Montréal à des villes Montréal, c'est une ville nord-américaine. C'est ça. Moi, l'idée que Montréal, ça devrait être Copenhague, moi, je pense pas que c'est le cas. Montréal, c'est une ville qui est comparable à Boston, mais plus maintenant. Je veux dire, si vous allez à Boston, vous allez voir que c'est une ville qui est absolument magnifique. Je veux dire, je suis allé l'année passée pendant les séries de la Coupe Stanley, et c'était quasiment une parodie. Je veux dire, t'arrives dans l'espèce de Central Park, j'ai oublié le nom du parc dans le milieu. Je veux dire, il y avait des lapins, des tulipes, il y avait une espèce d'orchestre. Je me dis, mais dans quelle espèce de ville on est? Ils ont tout refait, ils ont couvert l'espèce d'autoroute qu'ils avaient. Donc, il y a une espèce de centre-ville qui est hyper vivant. Évidemment, c'est une ville universitaire, un peu comme Montréal. En fait, c'est pour ça qu'on compare souvent les deux c'est villes. même la deuxième ville universitaire, Ouais, Montréal. Exact. Moi, ça m'a surpris. Après Boston. Je ne savais pas que c'était aussi gros que ça. Donc, on compare souvent les deux villes. Il y a la rivalité, évidemment, historique avec les Canadiens et les Bruins. Mais, je veux dire, tu vas à Boston aujourd'hui, je veux dire, c'est pas du tout la ville de Montréal. Là. Il y a pas... c'est aucunement comparable. Donc... Mais pourquoi? Attends, parce que je t'ai pas bien compris. Pourquoi on comparerait pas Montréal à des villes d'Europe, par exemple? Ben, en fait, c'est parce qu'on n'est pas... Ça, c'est moi, je pense que c'est un grand mensonge. On n'est pas européen. On a un mode de vie qui est principalement nord-américain. Oui, je veux dire qu'il y ait des pistes là. Moi, je suis moi-même un cycliste sportif. Qu'il y ait certains aménagements de pistes cyclables sur les grands axes, je pense que ça fait du sens. C'est désirable. Mais qu'on veuille transformer profondément la ville... puisqu'il y a carrément une guerre à l'auto. Il faut se le dire, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça, apparemment, c'est comme Voldemort, on ne peut pas le nommer. Mais il y a réellement une guerre à l'auto d'un point de vue idéologique qui est dirigée par l'administration de Valérie Plante. Et l'idée de vouloir pousser les gens dans d'autres moyens de transport, qu'il y ait des moyens de transport en commun, ça ne me dérange pas. Qu'il y ait le métro, qu'il y ait les autobus, etc. Mais que ça soit fait de manière idéologique contre la voiture constamment, je pense pas que c'est soutenable. Parce qu'on est dans un mode de vie nord-américain et non pas européen. Si vous regardez la plupart des villes européennes ont été développées il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Donc, tout le réseau de systèmes, tout le réseau de transport en commun, particulièrement le rail, je veux dire, ça a plus de 2 siècles. Donc, ici, je veux dire, on repart quand même de plus loin. Ça demande quand même une réorganisation. Puis c'est un peu ce que je trouve déplorable de la gauche radicale en général, c'est l'obsession de vouloir changer le mode de vie des gens. Qu'on puisse suggérer que les gens aient des modes de vie plus sains, c'est une chose. Mais qu'on veut diriger, organiser la vie des gens. Une rupture. Une rupture, exact. Je pense que ça a un effet sur la vitalité de la ville. Je pense que Montréal a perdu... Moi, ce que j'entends de gens... Bon, moi, je suis à Montréal, ça fait à peu près plus de 10 ans. T'es un gars de Québec? Ouais, moi je viens du Saguenay. Par la suite, j'ai fait la migration traditionnelle. Donc, Saguenay, Québec, ensuite Montréal. Et on parle souvent du Montréal des années 80, 70, c'est après, tu connais un peu la ligne du temps, donc après Expo 67, les années 70, Montréal a été réapproprié après Jean Drapeau. Exactement, par toute une mouture d'entrepreneurs francophones. Tu sais, les gens oublient que Montréal au tournant du 19e siècle, était une des métropoles nord-américaines. C'était la capitale bancaire canadienne. Regardez la rue Saint-Jacques, qui s'appelait Saint-James à l'époque. Toutes les grandes banques étaient là. Le siège social de la RBC était là, le siège social des CIBC, la Banque de Montréal, la première succursale est là. Aujourd'hui, la BMO, le siège social est à Toronto. C'est quand même assez déplorable. Donc, il y a une certaine vitalité de la ville qui a été perdue. Je pense, avec le temps, une espèce de laisser-aller au niveau de ses infrastructures, oui. De la propreté, oui. Mais il y a une espèce de... bon, évidemment, je pense que la pandémie, ça a été un peu le clou dans le cercueil parce que le centre-ville s'est vidé, etc. Mais c'est un travail de longue haleine. Ouais, mais ça avait commencé avant. Oui, je suis d'accord. Je pense que tu dis souvent, je fais un constat. Tu me disais ça avant qu'on entre en ondes. Donc, je fais un constat. Le constat, si on veut le faire de façon lucide, il faut ne pas se donner d'excuses. Parce que déjà, des villes qui ont composé avec la COVID, là, il y en a beaucoup. En fait, ils ont toutes composé avec la COVID. T'sais, Boston, par exemple, aussi a fait ça. Donc, c'est quoi qui rend Montréal unique dans sa détérioration? Je pense que c'est on a un... Ben, c'était quelque chose... Tu parles de la gauche. Tu parles de la gauche, mais tu sais, je pense que la gauche, elle doit être quand même au pouvoir dans certaines villes aux États-Unis. Ouais, ben, exactement. Elle est à Toronto aussi, mais tu sais, Toronto a quand même... Rappelle-toi, moi, j'ai une espèce de dicton québécois qui dit que, dicton ou légende urbaine québécoise à l'effet que c'est plate en Ontario, puis Toronto, il n'y a pas de restaurant. C'est pas vrai, là. Toronto, maintenant, c'est littéralement un petit Manhattan. Le centre-ville de Toronto, le quartier financier... Ça ferme encore à 2 heures, les bars, par contre. Ouais, OK, je comprends, mais il y a quand
il y a quand même des 5 à 7, il y a quand même des endroits où aller manger. C'est en 2 puis 3 qu'on close. Ouais, exactement. Et il y a eu des étoilés Michelin à Toronto avant Montréal. Là. Donc, oui, il y a quand même je dis pas qu'il y a une énorme diversité de restaurants à Montréal. Je suis un excellent client en passant. Donc, je connais bien les établissements. Je pense qu'il y a une attraction autour de ça. Mais je pense qu'il y a une espèce d'environnement sous-jacent d'abandon du vivre ensemble et je pense que non, mais je suis d'accord avec des toi. priorités principales d'une ville, la sécurité, la propreté, l'aménagement des rues, s'assurer qu'il y a une circulation fluide. Moi, je pense que ça devrait être une priorité dans les villes, ça. Puis ça devrait être agnostique par rapport aux moyens de transport. Si vous regardez, tu sais, je veux dire, j'étais dans le sud de l'Allemagne, j'étais en Autriche, j'étais en République tchèque juste en décembre passé, et j'étais à Vienne, et ça m'a fasciné de voir, il y a une des grandes avenues, une espèce de cercle tout autour de la ville, une des grandes avenues, tu as des voies pour les voitures, sur chaque extrémité, tu as des tramways dans chaque direction, puis juste à l'extérieur, tu as des pistes cyclables. Donc, c'est pas fait en l'un contre l'autre. Je veux dire, c'est des moyens de transport se combinent, se bonifient, et il ne semble pas avoir d'idéologie, du moins d'en exclure un au profit de l'autre, ce qui est le cas ici. Ouais. On parle toujours du transport en commun comme étant « Ah, vous allez abandonner la voiture pour aller dans le transport en commun. » À partir du moment que vous avez, je ne sais pas, une petite famille, vous avez un petit commerce, etc., il y a un paquet de situations où le transport en commun n'est pas adapté. Je pense que ça, c'est un des aspects du déclin de Montréal. Je pense que c'est la gestion idéologique et l'abandon des piliers de la gestion d'une ville, que j'ai mentionné précédemment. C'est s'en prendre à ceux qui font vibrer Montréal, Absolument. c'est-à-dire les gens qui... en partie, ont une voiture, parce que c'est quand même démontré que ceux qui ont une voiture ont des revenus supérieurs en moyenne à ceux qui se déplacent à vélo. Après, il y a des gens qui se déplacent à vélo puis qui sont multimillionnaires, on les salue. Mais si on s'en prend à ceux qui ont des revenus supérieurs, donc qui payent plus de taxes, ça engendre une frustration à la longue. Puis il y a toujours la promesse de la mixité aussi qui a été quand même rompue, parce que qui dit mixité dit, bon, ben, on va construire une ville qui est pour tout le monde. Absolument. Donc, pour tout le monde, ça veut dire pour les jeunes, ça veut dire pour les retraités, ça veut dire pour les immigrants, pour les natifs, ça veut dire pour les gens qui vont à l'école, ceux qui ne vont pas à l'école, pour les gens qui sont pauvres. Mais à un moment donné, si ces gens-là vivent effectivement tous ensemble, mais qu'on décide qu'il y a un groupe ennemi, et c'est ceux qui ont une voiture, comment tu peux bien t'en sortir? T'sais? Absolument, c'est bien exprimé. Puis je pense que ça n'a jamais été. Il n'y a pas eu de. Valérie Plante n'a pas de mandat pour ça. Ça n'a jamais été clairement exprimé que, bah oui, tu peux être pour le transport en commun, puis tout le monde est pour la tarte aux pommes, là, tout le monde est pour la vertu. Mais cette espèce de guerre à l'auto-là, elle n'a jamais été votée. Il n'y a personne qui a voté pour ça. Et c'est une guerre, comme tu dis, aux plus pauvres. Moi, je pense que c'est une guerre aux familles. C'est directement une guerre aux familles. Ça l'a dévitalisé des secteurs au complet. Vous lirez... moi, j'aime beaucoup, il y a un pseudonyme qui s'appelle l'Automobiliste de Montréal. Je ne sais pas si vous le suivez sur Twitter et TikTok. Oui. Il a fait un travail extraordinaire d'aller filmer dans les conseils d'arrondissement pour voir des citoyens ordinaires se plaindre souvent à leur maire d'arrondissement que enlever des stationnements de façon arbitraire. Puis là, les gens se ramassent qui n'ont plus de stationnement. Donc, la promesse initiale que la ville avait, bon, tu avais un stationnement, tu as pris un logement, tu as acheté un condo, tu as loué un loyer dans un secteur où tu avais noté qu'il y avait des stationnements. Tu te ramasses l'année d'après, il n'y en a plus. Donc, ou sont constamment retirés. Donc, il y a un aménagement qui va directement contre les automobilistes. Vous avez vu les aménagements complètement débiles sur Henri Bourassa. T'sais, on met des pistes cyclables. Puis encore une fois, je le répète, je suis un cycliste sportif. Je fais plusieurs milliers de kilomètres par année. J'ai roulé sur tous les continents dans le monde là, de façon sportive. Je me déplace rarement à vélo, à part en Bixi de temps en temps. Mais c'est pas vrai que Montréal va devenir une ville comme Copenhague. C'est une ville qui est largement hivernale. On l'a vu, là, bon, ils mettent les Bixi l'hiver, mais je veux dire, c'est avec un succès assez mitigé. Une grande ville aussi, là. C'est une ville, oui, c'est une grande ville. Il y a aussi quand même des élévations, ce qui n'est pas le cas à Copenhague. C'est des villes relativement plates, planches, si vous voulez. Donc, l'idée que le commun des mortels va se tourner vers le vélo, ça va juste pas arriver. C'est une fin en soi qui n'est pas, qui n'arrivera pas pour le commun des Montréalais. Moi, je pense que c'est extrêmement utopique de penser ça. Puis regardez les aménagements, je veux dire, ça ne fait aucun sens. Regardez sur Saint-Antoine. Je faisais remarquer récemment, moi, j'habite de Vieux-Montréal, et dans le quartier international, juste en face de la Caisse de dépôt, il y a l'hôtel W, et qui est un hôtel relativement de luxe, on va se le dire. Et devant l'hôtel, il y a quand même une piste cyclable. Donc, vous savez comment c'est un hôtel. Les gens arrivent avec les voitures, les taxis, les Uber pour décharger les bagages. Donc là, les voitures restent dans la rue. Les gens traversent la piste cyclable.
C'est la même chose sur des grandes tours d'habitation, notamment sur Saint-Antoine ou les tours du Canadien. Donc, je veux dire, d'un point de vue d'urbanisme, ça fait aucun sens. Là. Ces commerces-là ne sont pas consultés. C'est des grands pourvoyeurs de taxes municipales, d'un point de vue économique. Je ne dis pas qu'il faut juste écouter les acteurs économiques puis tout organiser la ville selon leurs désirs. Il faut écouter tout le monde. Exactement. Puis quand tu regardes, où le bas blesse là-dedans, c'est quand tu regardes l'utilisation de ces nouvelles pistes-là, elles sont absolument marginales. Là. Je veux dire, qu'il y ait des pistes, puis c'est déjà le cas. Regarde sur Maisonneuve, regarde sur Saint-Denis, il y a le canal. Il y a quand même des axes principaux où il y a des pistes cyclables avec lesquels je suis totalement d'accord. Qu'ils soient isolés, tout ça, je suis totalement d'accord. Mais qu'on tente de répliquer ça sur tous les artères de Montréal, ça ne fait aucun sens. Puis ça fait juste, je pense, ça fait juste augmenter la circulation. Puis c'est un total désastre. On l'a vu pendant la dernière tempête de neige. Je me l'ai fait confirmer par plusieurs gens qui travaillent dans le déneigement. C'est un fouillis total parce que maintenant, avec tout ce mobilier urbain-là qui est ajouté, c'est un défi supplémentaire pour le déneigement. Là. Donc, ça crée de l'embouteillage, etc. Donc, c'est un fouillis total. Moi, je pense que c'est inconcevable que Montréal continue dans cette direction-là. Là, Valérie Plante s'en va. Et moi, depuis quelque temps, depuis même avant l'annonce de son départ, elle démissionne, ne voulant sans doute peut-être pas faire face à son destin si elle restait. Là, je pense que ce serait une défaite assez cuisante. Il y a des noms qui circulent. Puis moi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce qu'à chaque fois qu'un nom émerge, c'est à peu près toujours le même profil. C'est-à-dire quelqu'un qui serait issu de la politique provinciale ou fédérale. Le nom de Mélanie Joly est revenu. Le nom de Vincent Marissal est survenu. Le nom de Gabriel Nadeau-Dubois est survenu. Donc, des gens qui ont travaillé au fédéral ou au provincial, qui ont travaillé avec des gros dossiers. On change le monde, le commerce international quand vous êtes au fédéral, les relations étrangères. Est-ce que Montréal a besoin d'un administrateur ou d'un politicien? Moi, c'est absolument... Je veux dire, ça devrait tellement être plate à être maire qu'on devrait se battre pour pas y aller plutôt que se battre pour y aller. C'est un peu ça qui se passe. Absolument. C'est parce que les gens veulent pas aller. Il y a un paquet de raisons pourquoi les gens veulent pas y aller. Premièrement, c'est ingrat. Vous êtes exposé sur la place. C'est bien payé quand même. Quand même. À Montréal, c'est bien payé. Ouais, mais quelqu'un qui a relativement du succès, je pense que c'est pas un sacrifice que tu veux faire dans un contexte professionnel. Je pense que c'est un problème. Je pense que c'est les gens qui ont tout à gagner ou ceux qui ont plus rien à perdre qui y vont. Là. Donc, je pense qu'il y a une classe de gens qui sont pas attirés par ça, puis je pense que c'est un problème. Si c'était purement managérial et d'un point de vue administratif comme gestion, peut-être qu'on aurait des gens différents, puis peut-être, moi je pense que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'un gestionnaire à Montréal qui va arriver la tête froide et qui va regarder les enjeux de manière non idéologique. Puis avant, il y avait une certaine mixité, je pense, dans les villes du Québec. C'était non partisan. Les villes, maintenant, ont été capturées de manière partisane, particulièrement par l'extrême gauche. C'est le cas à Québec, c'est le cas à Montréal, c'est le cas aussi à Sherbrooke. Ce cancer-là s'est étendu dans les régions du Québec. Cancer, ah ouais? Ouais, c'est un cancer. Moi, je pense que c'est un cancer. Ça ronge les villes. Ça tue les villes à petit feu. On va se le dire, ça tue les villes à petit feu. Il n'y a pas de... C'est quoi le leg de Valérie Plante? J'essaie de trouver. On se le demandait l'autre fois. Quel est le leg de Valérie Plante? Probablement que c'est un leg qui dépasse justement la question de la gestion des fonds publics, des taxes municipales, puis des dossiers. C'est probablement des dossiers régaliens, c'est-à-dire des dossiers qui dépassent le cadre municipal. Elle va probablement nous répondre qu'elle a fait avancer la cause de la diversité, par exemple, à Montréal. Mais on se demande quand même des fois si c'est ça le rôle d'un maire de Montréal. C'est le rôle de la ville. Parce que ça, c'est un dossier qui est déjà à Québec, qui est déjà à Ottawa, qui est déjà... on va se demander si le gouvernement devrait gérer ça à la base. Moi, je pense que non. Je pense pas que c'est des choses je pense pas que c'est des priorités qui devraient être gérées. Moi, je vois l'État comme étant purement régalien et administratif. Là. Donc, ça, on va peut-être pas s'entendre là-dessus, mais au niveau municipal, ça devrait être encore plus évident. Puis où je voulais en venir, c'est que avant, il y avait une certaine mixité. Tu avais des péquistes, tu avais des libéraux... qui siégeaient sur le même conseil. Je pense que c'était pas des points de contention. Aujourd'hui, c'est très, très partisan parce que c'est devenu de plus en plus idéologique. Puis je pense que c'est un problème. Puis c'est très visible à Montréal. Mais tu sais, un Jean Drapeau, là, puis on fera pas forcément un cours d'histoire, mais c'est quand même le plus grand maire de Montréal. Je pense que c'est un consensus. Là. Tout le monde dit ça. Oui, il y a des gens qui retiennent quand même l'échec du stade olympique, quelques scandales de corruption. À l'époque aussi, c'est une époque assez incroyable, c'est qu'il aimait beaucoup le béton. On savait qu'on défaisait des... Ouais. Il y avait un projet de défaire la rue de la Commune pour faire une espèce d'autoroute. Il y avait quand même des idées de grandeur qui, avec le recul, tu te dis « My God, on est content que ça n'ait pas passé. » Ouais, puis mais tu sais, moi, il y a des gens...
j'avais rencontré quelqu'un à un moment donné dans un restaurant, quelqu'un de très connu, un entrepreneur montréalais, puis il m'avait dit, tu sais, Rémi, à l'été 60, et là, il m'avait, je pense, parlé de l'été 64, donc on est 3 ans avant l'Expo 67, on avait évidemment commencé à préparer tout ça. On faisait donc, on était en train de préparer les installations pour Expo 67, on était en train de faire le métro, des grands chantiers d'autoroute, tout ça en même temps. Oh, exact. Alors qu'aujourd'hui, un parc, tu parles d'un leg, peut-être que Valérie Plante va dire, ben, j'ai fait ça. Mais seulement ça, tu sais. Alors qu'à l'époque, on faisait tout en même temps, tu sais. Mais j'ai quand même cette question-là pour toi parce que Jean Drapeau était un peu dans l'idéologie d'une certaine façon, tu sais. Ce qu'on demanderait au prochain maire de Montréal ou à la prochaine mairesse de Montréal, ce serait, après des années de gestion idéologique de la ville, un retour à une gestion plus, comment dire, des fonds publics et juste ça. Mais on a eu des maires qui étaient dans l'idéologie. On peut pas dire que Jean Drapeau n'était pas dans l'idéologie quand il voulait inscrire Montréal sur la map internationale, tu sais. Fait qu'est-ce que ce qu'on veut, c'est un maire qui pourrait être encore dans l'idéologie, mais qui ferait aussi son travail de maire, ou c'est juste quelqu'un qui n'est pas dans l'idéologie? Écoute, on pourrait en débattre pendant des heures. Moi, je pense que ça devrait... Tu sais, la ville... Une ville, c'est quelque chose d'organique. C'est quelque chose qui se développe. Regardez les grandes villes mondiales, elles se sont développées. Tu sais, c'est pas la politique culturelle de la ville de Montréal qui a fait la culture de Montréal. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se fait organiquement. Les secteurs, tu sais, généralement, le secteur des affaires, ben oui, je veux dire, il peut y avoir des incitatifs fiscaux, de taxes, etc. Là, mais tu sais, de vouloir diriger de haut vers le bas une société au complet, en commençant par une ville, je pense pas que c'est faisable de un, puis c'est pas désirable, parce que généralement, ça va créer un paquet d'effets pervers, puis ça va pas atteindre les objectifs désirés. Là. Fait que moi, je pense qu'il faut revenir à la base, commencer par gérer, parce que c'est quand même un budget, c'est plusieurs milliards de dollars, le budget de Montréal. Donc, tout ce que tu as mentionné précédemment, la diversité, l'environnement, Montréal va pas changer l'environnement mondial. Là. Est-ce que Montréal, c'est une ville... Puis Montréal, c'est une ville... Les gens ne semblent pas réaliser, mais c'est une ville incroyable, avec notamment le Mont-Royal. C'est vrai que le concepteur du parc du Mont-Royal, c'est le même que Central Park. De mémoire, là. Il me semble que oui. Donc, il y a quand même un patrimoine urbain quand même unique. On a le canal également. Moi, je pense une ville extrêmement attirante. On a réussi... Bon, évidemment, il y a une grosse partie d'hiver, mais je veux dire, ça amène un peu de charme à l'endroit également. Je pense qu'il faut laisser à la communauté du bas vers le haut l'émergence des projets, etc. Puis il y a un paquet de... Il y a des festivals, etc. Il y a des trucs qui sont capables d'émerger d'eux-mêmes. La ville, est-ce qu'elle peut les supporter? Oui. Mais c'est pas à la ville, je pense, de dicter les politiques X, Y, Z pour dire la ville va s'en aller dans telle direction. C'est à ses citoyens, c'est à ses... Tantôt, je parlais de la société civile. C'est ça le rôle des sociétés civiles. C'est d'organiser les quartiers, c'est d'organiser la vie... tout ce qui est proximité, ça devrait être la société civile. C'est les commerçants qui s'occupent de leur axe commercial, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'il faut ramener... Ça, avant, c'était un peu... Le consensus était plus dans cette direction-là. Oui, il y a eu des maires un peu... même pour ne pas dire mégalomanes. On a vu ça à New York aussi. Il y a eu des énormes... Il y a des choses qui ont bien vieilli, mais des choses qui ont moins bien vieilli aussi, il faut le dire. Là. Mais je pense qu'on n'a plus les moyens de diriger les villes de manière idéologique. On est tellement allé loin là-dedans. Puis il y a des choses qui font même plus de sens. S'il y avait ne serait-ce qu'un consensus, regarde comment ils peuvent s'entrancher sur des mauvaises décisions. Quelque chose que j'ai même trouvé personne qui est en accord avec ça, c'est la piétonisation du Mont-Royal. J'ai trouvé personne qui est en accord avec ça. Je veux dire, je pense même que l'OCPM était pas d'accord. La consultation publique avait même recommandé de ne pas le faire. Donc, il double la mise sur des projets encore de façon purement idéologique. Donc, tu n'as pas le bien-être de Montréal à cœur si tu fais ça. Ben, c'est incroyable, ce projet-là, parce que, tu vois, puis c'est là que je trouve ça intéressant, de la discussion qu'on est en train d'avoir, puis que je trouve important de répéter une chose, c'est que moi, il n'y a personne qui me ferait douter que t'aimes pas Montréal. Tu sais, puis la preuve, c'est ce dossier-là. Le dossier de la piétonisation de la voie Camillien-Hood, là. Moi, c'est parce que j'aime Montréal que je voulais que les automobilistes puissent tous les jours monter là-dessus et regarder à gauche. Jamais cette année, si tu t'en allais vers le centre-ville, tu regardes à gauche, tu t'en vas vers l'ouest, tu regardes vers la droite, et de te dire, ça va peut-être pas super bien dans ma vie, mais je vis quand même dans une maudite belle ville. Ouais. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir regarder ma ville comme ça tous les jours de ma vie, si ça me tente. Et on empêche désormais les gens de faire ça, parce qu'on se dit, ben ça va être plus sécurité. La vérité, c'est que c'est en raison de l'accident. Oui. Du garçon, terrible accident. Oui. D'un garçon qui allait peut-être un petit peu trop vite. C'est un amalgame de facteurs. C'est un accident malheureux. Ouais. Dans les faits, c'était l'automobiliste qui était dans le tort. Là. On va quand même le spécifier. Là. Mais
je pense qu'on a peut-être exagéré parce qu'en raison de cet événement-là, on a dit plus jamais il y a quelqu'un qui va monter avec sa voiture et regarder la ville de Montréal. C'est absolument triste, ça. C'est triste d'empêcher aux gens de voir leur ville comme ça. Et je pense qu'on doit réinstaurer dans le débat public autour de Montréal l'idée que par amour, on peut être dur envers notre ville. Absolument. On peut la trouver laide parce qu'on l'a déjà trouvée belle. Comme on fait avec nos proches ou nos amis, des fois, si tu as un ami qui va pas bien, qui s'enfonce, des fois, il faut que tu le shakes un peu. Peut-être des gens leurs proches ont fait ça également. Si tu les aimes vraiment, je pense qu'il faut que tu... Parce que les gens sont plus en mesure, des fois, de juger ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Puis je pense qu'on est un peu dans cette... On est pris dans une espèce de tunnel idéologique à l'heure actuelle, gouverné par cette administration-là. Puis je pense que ça divise Montréal... et ça, c'est inutile. Moi, j'avais la même réaction. Des fois, tu sais, t'es de l'autre côté, tu dis, je vais passer par le Mont-Royal. Puis à chaque fois, ça me fascine, cette montagne-là. Puis tu remarqueras, il n'y a jamais vraiment de trafic. C'est pas comme s'il y avait une espèce de fil de voiture ou... même moi, je veux dire, je suis un cycliste, je le monte plusieurs fois l'été. Tu sais, jamais je me suis senti vraiment comme en danger. Là, en plus, ils ont comme séparé. D'ailleurs, il va y avoir les championnats du monde de cyclistes sur route en 2026. À Montréal. C'est d'ailleurs, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, j'avais roulé avec les cyclistes professionnels ici. Ils arrivent une journée avant, donc tu roules un peu avec eux dans les routes. Puis il y en a un qui m'avait dit, il était vraiment sérieux, il dit, est-ce qu'il y a eu une guerre civile ici? Il dit, les routes, il dit, c'est incroyable. Il dit, tu vois pas ça de nulle part dans le monde, là. C'est incroyable. Oui, puis toutes les excuses sont bonnes. Ouais, exact. J'ai tout entendu, là, le climat, la qualité des matériaux qu'on utilise. Puis finalement, on revient toujours quand même à la case départ. On est une société riche, en tout cas. Ça veut dire, oui, on est dans le rouge. Oui, on est dans le rouge, mais il y a des entrées d'argent. C'est les routes, là. Non, c'est quand je suis allé, comme je te dis, avant les fêtes, j'ai fait un road trip dans les Alpes autrichiennes, suisses, italiennes. Je veux dire, à un moment donné, je regardais les routes, c'est l'asphalte, c'est un tapis. Puis là, je demandais, il dit, un résident, il dit, il fait combien ici l'hiver? Il dit, des fois, c'est moins 20 degrés. Puis je dis l'été, c'est plus 25, plus 30. Mais finalement, c'est comme ici. Ça ressemble un peu ici. Fait que, peut-être un petit peu moins de camions lourds, mais on s'entend, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là, avec les routes, là. Je veux dire, regarde, c'est aussi simple que tu traverses la frontière avec l'Ontario ou le Vermont, puis tu le vois immédiatement. Donc, il y a quelque chose de structurel qui fonctionne pas avec la construction des routes. Puis il n'y a pas de raison... encore une fois, qu'on ne soit pas capable comme société de gérer ça. Il y a des choses que je vois. Écoute, il y a des endroits, je pense que c'est sur Saint-Urbain, puis je peux pas croire que ça, à chaque fois, ça me fascine. Il y a des rails du tramway qui datent du début du siècle, du 20e siècle. Je pense qu'il a été retiré dans les années 40 ou 50, les dernières rames de tramway à Montréal. Je l'ignore. Donc, on a pavé par-dessus pendant des années et des années. Donc, il y a des endroits que le rail sort. Parce qu'il n'y a aucune ville, je pense, en Amérique qui tolérerait ça. Mais on fait du patchage, là. Oui, puis c'est pas une rue perdue. C'est sur Saint-Urbain, à quelques coins de rue, je pense, du siège social de Hydro-Québec. C'est un coin relativement... Comment on peut tolérer ça dans le centre-ville? Moi, ça me dépasse. Tu sais, des villes, des rues comme Sherbrooke, des rues comme Sainte-Catherine. Comment on peut tolérer ne serait-ce qu'un seul nid de poule? Je veux dire, il n'y a pas ça nulle part. Oui, ça peut arriver. Je veux dire, c'est circonstanciel, mais que ça soit autant... que ça fasse autant partie du... en fait, ça en fait tellement partie du paysage qu'on le tolère. C'est ça le... C'est presque rendu un charme. D'une certaine façon. Oui, c'est ça. Tu rencontres quelqu'un, puis tes amis disent, il me semble qu'il y a quelque chose de bizarre d'en face. Oui, mais ça fait tout son charme. C'est rendu ça un peu. Là. C'est comme un gros bouton qui donne une personnalité à Montréal, mais ça demeure un maudit bouton. Là, ça s'enlève, ce bouton-là. Et bon, là, le printemps commence pendant qu'on enregistre l'épisode. Puis, la semaine dernière, c'était flagrant. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu énormément d'articles là-dessus, mais je trouvais Montréal beaucoup plus propre cette semaine que la semaine dernière ou la semaine d'avant. Tant mieux. Ouais. Mais ça, la question de la propreté, qui n'est pas très éloignée de ce dont on parle depuis tantôt, elle nous ramène, je trouve, à notre rapport à l'État. Puis à notre rapport à l'administration municipale, si on prend Montréal, par exemple, parce qu'on dirait que c'est pas de la faute des gens si Montréal est sale. C'est quelqu'un d'autre qui ramasse. C'est l'État qui ramasse. Puis tu sais, je vois 2 hypothèses. Soit on aime tellement plus notre ville que c'est comme rendu... Moi, j'ai été en Asie du Sud-Est, les gens, ils jettent leurs poubelles dans la rue, là, dans certains pays, en tout cas là, au Cambodge, par exemple. Bon, c'est une pratique là-bas. Je pense pas qu'ils fassent ça parce qu'ils aiment pas leur ville, mais c'est dans les mœurs. Ici... on a déjà fait autrement. On a déjà quand même ramassé notre ville. Moi, j'ai déjà vécu, je suis assez vieux pour me rappeler d'une époque où on passait un balai devant notre triplex. De là, même dans les petits villages. Exactement. Ouais, tu sais, on nettoyait notre petit carré, puis on comptait sur le voisin pour faire pareil. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que
ça, c'est comme exclu là, tu sais, de notre Ouais. comportement parce que c'est aux autres de le faire. Ça, il n'y a pas aussi un rapport peut-être malsain à l'État là-dedans Je parce pense, que je pense que ça fait partie d'une espèce de déresponsabilisation à grande échelle du citoyen par rapport à l'État. Combiné à une espèce de rupture de service, parce que justement, les piliers, excuse-moi, les responsabilités principales des villes ont été un peu abandonnées, comme on l'a mentionné précédemment. Mais moi, je l'ai remarqué, là, Montréal est sale depuis des années. Là. Depuis plusieurs années, Montréal, c'est. Il y a certains, comme tu vois, comme dans le Vieux-Montréal, c'est privilégié comme coin parce que tu vois, il y a des contracteurs qui sont engagés pour. Tu sais, ou par exemple autour du Square Victoria, c'est un coin qui est plus touristique, donc on fait plus attention. il y a les Mais rats aussi qui s'en ouais, occupent. ça qu'on avait moins avant, on avait. Ben, il y en a toujours eu, mais Non, mais les pas. rats ramassent. Ouais, Je te surprends peut-être un peu avec ma théorie. Non, mais c'est ok, vrai. Il y a des rats parce qu'on est proche de l'eau. Puis ils ramassent un peu. J'ai travaillé dans le vieux Montréal comme ok, boss boy pendant des années. Là. ok, Je les ai vus. Là. ok. Mais je pense que ça, il y a une je veux dire, il y a une exponentielle au niveau de la population de Russes qui n'était pas le cas avant à Montréal. Là. Donc on en voyait beaucoup moins là, de mémoire. Donc, mais je pense que ça, il y a une espèce de déresponsabilisation qui vient avec le fait, ben, tu vois des poubelles pleines, donc tu fais quoi? Tu le mets sur le toit, sur le top, ou tu le mets. Tu sais, c'est un peu ça aussi, mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi que il y a cette déresponsabilisation en général, tant du commerçant que du particulier qui habite dans le coin. Là, Mais tu sais. ça, c'est un cocktail dangereux. Là, parce que là, s'il y a le désamour des citoyens envers leur ville, parce qu'ils ont l'impression que même s'ils se ramassent demain matin, c'est à refaire, qu'il y a une rupture de service, que ce n'est plus la priorité des villes que de rendre la ville Mhm. propre. Là, c'est facile de dire ça va prendre du leadership, mais j'ai entendu ça 1000 fois. Là, tu sais. Donc, c'est plus que ça. Il va falloir peut-être qu'on retombe en amour avec notre ville. Et si l'administration municipale peut plus faire ce travail-là, ça revient aux citoyens de retomber en amour avec leur ville. Et c'est là que Montréal peut quand même comment dire, nous reséduire parce que c'est une ville festive, Mhm. c'est une ville où il y a énormément. L'été, c'est trippant à Bon, Montréal. absolument, Là. Je veux dire, absolument. en tout cas, au Canada, il n'y a pas une ville aussi tripante que Totalement Montréal d'accord. Puis il y a l'été. une belle, tu sais, une belle cédule de, tu sais, les festivals, il y en a pour tous les âges. Effectivement, l'été, c'est difficile. Puis d'ailleurs, je dis souvent ça, tu sais, on est un groupe d'amis, on voyage beaucoup. Je dis, tu sais, on va pas partir en juin ou en juillet. Je veux dire, c'est le coin le plus, c'est la période la plus le fun au Québec. Donc, on va pas, on peut partir le reste de l'année, etc. Mais en général, c'est effectivement, mais ça peut pas être que ça non plus, Montréal. Ça peut pas être que les festivals, ça peut pas être que l'été. On l'habite à l'année. Donc, il faut faire en sorte que ça redevienne cette espèce de. Moi, j'ai toujours trouvé Montréal, c'était. Tu sais, on considère, on compare, tantôt je disais comparable à Boston, mais je toujours trouvé avec la mixité puis l'hétérogénéité de ces quartiers, ça m'a toujours fait plus penser à New York. New Tu sais, York. t'as l'espèce de petit Brooklyn, t'as l'espèce de. T'as des quartiers avec une certaine composition ethnique aussi, t'as un petit quartier chinois. Je trouve qu'il y a une espèce de. Il y a une grosse scène culturelle également. Il y a pas il y a pas l'aspect financier, l'aspect des affaires relativement, c'est évidemment Toronto. Mais ça m'a toujours plus fait penser à New York, à New York qu'à Boston. Boston, c'est l'aspect, évidemment, la taille, mais également l'aspect étudiant qui est présent. Mais l'aspect de urbain, des quartiers vraiment distincts l'un de l'autre, je pense que c'est une des plus grosses communautés italiennes en Amérique de mémoire. C'est une des plus grosses communautés juives aussi, Montréal. Ouais, ben, il y a beaucoup d'Irlandais à Montréal, beaucoup d'Irlandais à Exact. Boston aussi. Exact, exact. Donc ça, ben ça, c'est les deux communautés sont très proches, mais c'est un héritage qui a façonné la ville. Là, tu sais, ça m'a toujours fait un peu penser à ça comme tu disais, tous les quartiers ont chacun leur propre identité. Il y en a qui ont mieux vieilli que d'autres. Tu regardes Griffintown, ça va vieillir comment dans 10 ans, alors que des quartiers qui sont là depuis plusieurs centaines d'années qui ont très bien vieilli. Mais tu sais, les quartiers à Montréal qui risquent de peut-être bien vieillir, c'est des quartiers qui vont avoir été construits pour ne pas être des quartiers. Tu sais. Je veux Ouais. dire, Griffintown, Ben, c'est pas un non, quartier. exact. Là. D'où tantôt je disais une ville, c'est organique. Donc, Griffintown, c'était un coin qui était industriel là, à la base. Là. Ouais, ouais. Donc, on a construit une coupe de tours en carton au travers. Il y a plus ou moins de services. Il n'y a pas de station de métro. Comment ça va évoluer avec le temps. T'sais, à la limite, le Vieux-Montréal a beaucoup mieux vieilli. Là. Le Vieux-Montréal, d'ailleurs, ça, c'est une des politiques municipales, je pense, à travers les administrations que je pense garder le cachet de Montréal. C'est l'idée de préserver la devanture et le patrimoine des bâtiments. Là. Sinon, il y a beaucoup de bâtiments qui auraient été rasés.
Donc, il y a certains développements souvent récents, modernes, qui ont gardé la devanture là, des bâtiments, particulièrement dans le Vieux-Montréal. Je trouve que c'est une politique qui a été, à travers... Ça, tu vois, c'est quelque chose qui est non partisan, qui s'est prolongé à travers les administrations différentes. Ça a relativement ça a donné un beau cachet à Montréal. Un autre, un scandale qu'on a vu cet été, peu importe c'est quoi votre opinion de la F1 ou qu'est-ce que ça représente, c'est quand même un des plus... En premier, c'est c'est le plus gros événement au Canada. C'est un des plus gros événements sportifs en Amérique du Nord. Les gens ont de la difficulté, d'ailleurs, je t'interromps, mais les gens ont de la difficulté à mesurer ça. Parce que, tu sais, ça se passe sur 2 jours et non sur 2 semaines. Ouais. Puis ça se passe juste au centre-ville de Montréal, quoique c'est un peu célébré partout à Montréal, mais c'est concentré là. Mais il faut y être déjà allé ou alors travailler pendant cet événement-là pour le ressentir. Tu disais que t'es dans le domaine de la restauration. Ouais. J'ai jamais fait autant d'argent dans les bars que durant ces 2 jours-là. Puis je pense qu'il y a un problème aussi qui a été beaucoup perpétué par les médias de « Ah, c'est des espèces de riches qui arrivent en jet puis qui vont solliciter des prostituées de luxe. » C'est pas ça la F1. Alors peut-être que c'est ça. C'est un peu ça. OK, ben c'est ça dans à peu près toutes les conférences dans le monde. C'est ça. Écoutez, non, c'est un peu ça. C'est peut-être un peu ça, mais c'est aussi... Moi, je pense qu'il y a... regardez sur Crescent, il y a plein d'activités gratuites. Il y a, dans tous les restaurants à peu près, il y a une espèce de festivité dans à peu près tous les quartiers, particulièrement Vieux-Montréal, centre-ville. Il y a la course maintenant qui est plus populaire que jamais. Tu as vu avec le... Puis il y a un phénomène qu'on a vu depuis comme 2-3 ans. En fait, c'est intimement relié avec la série sur Netflix. Oui. Donc, il y a une espèce d'un peu de soap opera avec ça. Ouais. Et maintenant, plus en plus de jeunes filles qui s'intéressent à la F1. Donc, le public est devenu de plus en plus familial. Moi, j'ai rarement vu des foules comme ça, là, aller voir les pilotes, etc. Donc, et autour de ça, on sent encore que l'administration militante de Valérie Plante fait tout en son pouvoir pour se départir, pour probablement nuire à l'événement. On a vu là, les espèces de descentes sur les terrasses en pleine festivité du Grand Prix pour des questions d'incendie. En plus, mettre ça sur le dos du service des incendies pour faire du crackdown sur, quoi, je pense que c'était Crescent. Mais c'était chez Alexandre. Non, c'était chez... il y avait chez Ferreira, chez Alexandre, en fait, toute la rue Peel, en fait. C'est Peel. Oui, ben, c'est M. Creton, le propriétaire qu'on a vu pleurer à la télévision. C'est un homme qui dit... Puis j'avais tellement trouvé ça touchant parce qu'il avait dit « Je ne pleure pas parce que je viens de perdre de l'argent. Je pleure parce que moi, à chaque année, je reçois des gens qui viennent de la Hongrie, les États-Unis, la Chine. Ils viennent chez moi à chaque année. Et là, j'ai dû leur dire... Il faut retourner à l'intérieur. On dirait que ça a été, je pense, ça a été le point de bascule. Tu remarqueras là, dans le crescendo de la tension par rapport à cette administration-là. Je pense que ça a été comme le point de bascule. C'est exact. Les médias ont commencé aussi à embarquer. On avait aussi Mme Ferreira là, qui avait aussi fait des témoignages sur... Tu peux pas te mettre à dos tes commerçants comme ça. Je veux dire, il n'y a aucune administration municipale au monde qui fait ça. Là. Ben, c'est-à-dire qu'on en parlait tantôt. C'est que la ville sait quand même qui rapporte l'argent. Ben oui. On parlait des automobilistes, on fait la guerre idéologiquement à des gens qu'on sait payants, qu'on sait indispensables quand vient le temps de faire notre budget puis de savoir combien d'argent va rentrer puis où on va l'envoyer. Même chose pour la F1. Maudit que c'est payant pour la Ville de Montréal, cet événement-là. Donc, même si idéologiquement, c'est marqué, parce qu'il y a la question de la prostitution, c'est une question qui revient parce que tout le monde ne veut parler que de ça. Ben, je le remarque à chaque année. C'est pas l'événement en soi. Je veux dire, c'est quand même pas Oui, c'est un problème. Tout le monde le reconnaît. OK, fine. Mais à partir du moment qu'on le reconnaît, on fait quoi? On va pas abandonner l'événement. Je pense que ça a été aussi... Il y a tout l'événement... Je pense que toute la tangente et l'espèce d'obsession anti-voiture de l'administration municipale ont un peu pris... ça s'est un peu tourné contre l'événement. Je veux dire, il n'y a pas d'accommodations qui sont faites pour faciliter la tenue de l'événement. Il y a eu de la circuit. Écoute, c'était l'accès à l'île cette année, les métros, c'était un total fouillis. On s'est demandé si c'était littéralement volontaire. Je veux dire, on devient littéralement complotiste avec cette administration-là. Là. Si tu regardes des fois des chantiers, tu te dis est-ce que c'est coordonné? Des fois, tu regardes, il y a des... Je sais pas si tu as vu, à un moment donné, je pense qu'il y avait des dossiers qui avaient été faits sur les cônes qui sont comme abandonnés au centre-ville. Ben, c'est une business, les cônes, maintenant, parce que les cônes, il y a des compagnies qui louent des cônes à la journée. Donc, en fait, c'est payant pour ces compagnies-là que les cônes soient sur la route le plus longtemps possible. Puis là, tu as envie de te dire, sans tomber dans le complotisme. C'est la ville qui a le plus de cônes par capita. Là, encore une fois, pour avoir voyagé dans plusieurs métropoles dans le monde, on ne voit jamais ça, des cônes en nombre aussi grand. Je sais pas si tu as vu, des fois, chaque fois qu'ils ferment une voie, il y a comme une lignée de cônes, puis ils sont séparés à peu près par un pied. Donc,
vous en mettrez 2 ou 3 fois moins, on comprendrait quand même le message. Là. Non, puis il y a de plus en plus de vidéos. On parlait tantôt de ce qui se passe en ligne, puis de l'importance aussi des témoignages qui sont des témoignages populaires, puis qui circulent comme ça abondamment. Il y a de plus en plus de vidéos de gens qui, par exemple, le vendredi, passé 5 heures, sont sur la route pour se rendre au chalet ou juste à la maison et qui se butent à des espèces de chantiers qui sont abandonnés. Mais il y a comme pas de trou, il n'y a pas de danger de passer là, mais les cônes ont été abandonnés là. Et là, les citoyens sortent de leur voiture en se filmant et en tassant les cônes. Puis ils se font applaudir parce que tout le monde a compris que ces cônes-là auraient dû être enlevés. Oui. On laisse passer les gens, puis on va revenir lundi, on les remettra les cônes pour protéger les travailleurs de la construction. Ça, je pense nonchalance. Je pense pas que c'était comme ça. Écoute, je suis automobiliste depuis plus de presque 25 ans maintenant. Je me souviens pas que c'était aussi pire que ça. T'sais, même Montréal, dans le temps, je veux dire, oui, il y a toujours eu on a un problème d'infrastructure. D'ailleurs, ça serait des projets de société. Moi, je comprends pas. T'sais, si on sort un petit peu de Montréal, encore une fois, dans un contexte nord-américain, il n'y a pas une ville en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, de la taille de Montréal, qui a un accès routier et autoroutier aussi non adapté. Tu arrives à Boston, tu arrives à Buffalo, tu arrives à Columbus, dans le fin fond de l'Ohio, c'est comme une ville de presque 1 million de personnes, je pense. Je veux dire, c'est des autoroutes de 4-5 voies. Des autoroutes de 2 voies, tu vois ça upstate New York ou dans le Vermont. Là. Tu vois pas ça, la 30 puis la 10, pourquoi qu'il y a 2 voies? Parce que maintenant, tu regardes les couronnes de la métropole, tu sais, la zone métro de Montréal, je pense que c'est 4 millions, c'est presque 5 millions de personnes. À peu près, ouais. Donc là, on est rendu aux 2, 3e couronne, qui est pratiquement rendu l'Estrie, les Laurentides, puis presque rendu à Joliette de l'autre côté. La preuve que Montréal se rend jusqu'en Estrie, c'est qu'on a une mairesse qui ressemble beaucoup à Mme voilà, Plante. ils sont d'ailleurs d'accord pour faire des pistes cyclables un peu partout et pas couper le gazon dans le milieu des terre-pleins. Mais comment est-ce possible qu'il y a une telle expansion comme ça à travers les banlieues puis que le réseau routier n'ait pas été adapté? Comme je te dis, je te parle de la 30, je te parle de la 10, je te parle de la 20. Je veux dire, les autoroutes d'accès à quelques dizaines de kilomètres de Montréal, on est encore des espèces de... C'est des chemins de campagne. Le seul autoroute qui me vient en tête puis qui a plus que 3 ou 4 voies, c'est la 15. Là. C'est la 15 pour monter dans le nord. Exact. Mais juste prendre un certain point, je veux dire, la 30, des fois, si tu sors de Montréal pour aller sur la Rive-Sud, des fois, c'est congestionné jusqu'à Saint-Hyacinthe. Ça fait aucun sens. Là. Je veux dire, oui, il y a des gens vont me sortir l'argument, ouais, mais à LA, ouais, mais je veux dire... On n'est pas du tout dans la même envergure. Mais ici, on dirait que c'est un choix. C'est un choix de ne pas investir dans les liens autoroutiers. Je dis, construisez un autre pont à l'est. Faites un vrai périphérique autour de Montréal. Je dis, on dirait qu'on a arrêté de faire des routes. À un moment donné, moi, ça me fascinait. À un moment donné, il disait qu'il n'y avait plus d'acceptabilité sociale. Je pense que le gouvernement de la CAQ avait dit ça. Il n'y a plus d'acceptabilité sociale pour construire des routes. Je sais pas qu'on a voté pour ça, nous autres. Est-ce qu'il y a eu un consent? Il y a eu des états généraux, à un moment donné, de dire qu'au Québec, on construira plus de routes. De toute façon, c'est faux à un point tel que la CAQ a gagné des élections avec le 3e lien. Donc, je veux dire, c'est ça. Sur lequel on recule un peu. Mais ils ont gagné en promettant qu'il y ait puis en même temps, ça devrait même pas être un enjeu. Je veux dire, encore une fois, c'est des questions administratives, d'infrastructure municipale, routière de base. On fait pas un débat à savoir si on va mettre une statue là ou un parc. C'est quand même des... Puis il y a une question de sécurité. Tu sais, d'ailleurs, ça a été répété à maintes reprises. S'il y a quelque chose sur le pont Pierre-Laporte, puis que le pont de Québec n'est pas disponible, il faut quand même aller, je pense, c'est Trois-Rivières, l'autre lien. Ça n'a aucun sens. Le pont de l'île d'Orléans, mais c'est ouais, mais il n'accède pas à la Rive-Sud. Donc, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de société comparable au Québec en termes de taille qu'il y a des débats aussi ridicules sur des choses qui devraient être, je veux dire, ça devrait être des questions administratives. Là. Faites juste des routes, puis avec le montant qu'on met là-dedans, avec la taxe sur l'essence, sur le montant qui est redonné en contribution fiscale, en contribution de taxes et impôts, on s'attendrait d'avoir un certain réseau routier. Mais tu sais, qu'il y ait des trains, qu'il y ait des transports quand même, des trains de banlieue, puis à la limite, le REM que je trouverais fine, mais qu'il y ait au moins des investissements décents pour soutenir la croissance de la population. Puis le REM, c'est parce que ça aussi, c'est drôle. Parce que le REM, tu sais, bon, il n'y aurait pas d'acceptabilité sociale pour des autoroutes, j'y crois pas, mais mettons que je fais semblant d'y croire. Si on est pour en construire une, faisons un truc à 4 voies, tu sais, pour ne pas en faire un deuxième. Oui. Bon, mais le REM, tu sais, là, c'était le truc un peu écolo. C'est pas beau. C'est comme si tu fais un truc écolo
Moi, j'étais pour en passant. Là. Moi, je veux dire, je trouve que ça ajoute un charme. Conceptuellement parlant, personne n'est contre. Là, je veux dire, c'est, Non, mais tu sais, je trouve que ça ajoute un charme. C'est pas toutes les villes qui ont un REM. Il y en a beaucoup qui en ont un. Il ne faut pas non plus se prendre pour le nombril du monde. Mais si tu es pour retenir l'option du REM, prends pas la version cheap de l'URSS. Ouais. Parce que c'est un peu ça. On dirait un train... avec le rail qui a déjà l'air vieux. De la République tchèque dans les années... Quand tu arrives à... Moi, ça me fascine tout le temps. Quand tu arrives à Brossard, l'autre côté, là, tu traverses le pont, là, puis là, tu vois les poteaux. On dirait que tu es à Bratislava. C'est ça, exactement. C'est vraiment, on dirait, dans l'espèce d'Europe de l'Est. Puis c'était absolument fascinant qu'il n'y ait pas... Il y avait une seule priorité en passant, en faisant le reste. Il y avait une seule priorité. C'était l'aéroport. T'sais, on est une des seules villes de l'ampleur de Montréal de ne pas avoir de lien soit de train ou de métro. Ou de... Ben oui. Et pourquoi on n'a pas priorisé l'aéroport? Moi, ça me fascine. Et on a évité, je veux dire, une catastrophe avec le REM. Ça me fascine à quel point les gens n'étaient pas conscients de ça. Mais rappelle-toi, à un moment donné, out of nowhere, il est sorti l'histoire du REM de l'Est, parce qu'ils voulaient connecter avec l'Est. Parce que quelques maires ou maires d'arrondissement qui ont dit « Hey, nous autres, on veut ça aussi ». Puis là, premièrement, moi, je pense que la CDPQ Infra, ça devrait être démantelé. La Caisse n'a pas d'affaires là-dedans. Il y a des consortiums de... Est-ce que si Québec veut... probablement, ça aurait été bien moins cher à l'époque que Québec emprunte directement puis qu'il paye pour construire ça, plutôt que de le remettre à la Caisse et de payer, je pense, 8% par année de rendement ad vitam aeternam. Ça, à la base, c'est un scandale financier. Deux, maintenant, je veux dire, c'est des PQ Infra... c'est influençable, c'est tributaire de tous les aléas du politique. Là. C'est littéralement une bête politique. Puis là, vu qu'il y a des maires qui avaient levé le doigt en disant ben nous aussi, on voudrait le REM. Il n'y a pas d'indépendance entre CDPQ et Infra. Puis... Je crois pas ça. Même la Caisse, là, oublie ça. Là, il y a un mur de Chine. Non, il y a zéro mur de Chine. Le cabinet du premier ministre s'appelle, puis il y a des décisions qui se prennent. Là. C'est aussi simple que ça. On avait décidé d'amener le REM à l'Est. Je sais pas si tu te rappelles de cet épisode-là. Et là, en catastrophe, CDPQ Infra se met à redessiner un tracé. Et ça s'est rendu assez loin qu'on voulait passer sur René Lévesque, le REM, le rail lait surélevé. On voulait le passer de, je pense, des stations pratiquement de la ligne verte jusqu'à la gare centrale de Montréal sur René Lévesque. Ouais. Fait qu'on aurait eu une espèce de métropolitain, une structure surélevée sur René Lévesque au centre-ville, avec tout ce que ça implique. Là. Tu sais que le métropolitain, c'est reconnu mondialement comme étant une erreur d'urbanisation, d'urbanisme. Ah, c'est pas difficile à croire. Là. Ouais, c'est connu. Mais là. Ce qui manquait, c'était un centre d'achat au coin, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais avec raison, parce qu'il y a une fracture de la ville qui est pas naturelle. Mais non. T'sais, des fois, tu dis, ça, c'est l'autre bord de la 40, tu vas-tu traverser en dessous? Puis, je joue au hockey à Saint-Michel, fait que souvent, je vais, tu traverses ça, tu te dis, waouh, on a fait ça en plein centre-ville. T'sais, on a littéralement fait, il y a une cicatrice qui traverse. Puis là, on aurait fait la même chose avec le REM de l'Est sur René Lévesque. Alors qu'on venait de démolir, puis c'est ça, une autre bonne chose des dernières administrations qui s'est terminée sous le régime Plante, puis je le reconnais, c'est d'avoir démoli l'autoroute Bonaventure. L'entrée sud de la ville est une des plus belles. Maintenant, l'entrée sud de la ville, là, il y a une espèce de... c'est un peu ridicule qu'il y ait un parc dans le milieu de deux boulevards, mais ça a fait une jointe, ça le joint le vieux Montréal avec Griffintown, alors qu'avant, c'était limité par justement une structure surélevée. Puis avec tout ce que ça implique, tu as des sans-abri en dessous, c'est pas sécuritaire, alors que maintenant, l'entrée sud, c'est une des plus belles entrées. L'entrée ouest, l'échangeur Turcot, c'est un grand succès de construction des dernières années, malgré que ça a été plus long que prévu. Mais en général, l'entrée ouest fonctionne beaucoup mieux qu'avant. L'entrée est, c'est un total désastre à Montréal. Là. L'entrée est, à partir de la 25, tu t'en viens par Notre-Dame, à travers le port. Mais d'ailleurs, si tu prends la 25 puis que tu descends au sud puis que tu veux aller prendre, tourner pour aller centre-ville, sortie centre-ville, là, ouais. 25 sud, si tu rates la sortie centre-ville, tu tombes sur Notre-Dame. Là. En fait, il te reste une dernière chance, puis c'est Notre-Dame. Mais si tu es vraiment dans l'une, là, pour de vrai... L'as-tu déjà fait? Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, puis tu sais, en raison du trafic... Ah là, c'est fou, là. Il faut vraiment que tu annules tous tes plans pour la journée, ou même peut-être pour la semaine. Ça te prend peut-être même un lunch pour traverser. Des fois, je prends jamais le tunnel, mais des fois, je reviens soit de Québec ou de l'Est, j'arrive puis je vois c'est absolument abominable. Puis on a encore pour des années. Là. Ouais. Mais l'entrée Est, c'est un gros problème. Là. C'est un gros problème à Montréal. Alors que, il y a des... faut reconnaître ce qui s'est amélioré. Puis l'échangeur Turcot, l'accès ouest, l'accès sud a changé la face de Montréal. Là. Ça, je le reconnais. Mais bon, plus qu'on chiale un peu depuis tantôt, puis tu sais, je dis chialer, mais en réalité, je le répète, moi, je pense qu'on aime la ville, puis qu'on remarque qu'il y a des choses qui ne marchent pas.
j'aimerais quand même qu'on finisse sur une bonne note. T'sais. Déjà, j'aimerais ça savoir, vas-tu faire de la politique bientôt? Ben, c'est pas prévu. J'en fais tous Non. les jours. Parce que c'est comme, je t'écoute parler, puis tu connais tes dossiers. Là. Ouais, ben, comme je te dis, je m'intéresse à la ville, puis moi, comme citoyen, partout où j'ai resté, j'ai resté à Québec aussi, j'ai toujours fait la même chose. Je recherche l'historique de la ville. Moi, j'habite dans le Vieux-Montréal. Je veux dire, moi, j'ai ruiné des dates à parler de l'histoire de Montréal en marchant dans le Vieux-Montréal. Là. Donc, je me suis toujours intéressé à ça. Comme, tu sais, d'un point de vue économique, je trouve que Montréal stagne pour les raisons qu'on a mentionnées. Est-ce qu'un jour... Peut-être. Ça ressemble à un oui quasiment. Là, parce que, je dirais pas non. Là, mais... C'est ça, exactement. Ou alors c'est un non, le nom le moins négatif que j'ai entendu de ma vie, ou le oui le moins affirmatif, mais c'est l'un ou l'autre. Là, ça ressemble quasiment à un oui, mais ça serait quoi Il faudrait miser sur quoi? T'sais, on a parlé des festivals, on a parlé du Mont-Royal, on a parlé de l'autoroute Bonaventure, de l'entrée sud sur l'île. Montréal, ça reste quand même une ville avec un potentiel incroyable. C'est une ville qui fait rêver. Moi, partout où j'ai voyagé, puis que j'ai dit que je venais du Québec, puis là, il fallait que je précise que je venais du Canada parce que le Québec n'est pas encore un pays, on me disait Montréal. On me disait pas Winnipeg. Non, on me disait Vancouver, Toronto, Montréal. Mm-hmm. Puis Montréal, en réalité... Parmi les 3 villes que je viens de nommer, Vancouver, c'est quand même très beau. Ouais, je suis d'accord. Mais Montréal a un potentiel incroyable. Donc, si on veut sortir de ce marasme-là, c'est quoi le programme, qui n'est pas un programme politique, là, je ne veux pas t'embarrasser, mais c'est quoi le programme pour les prochaines années pour Montréal? Encore, moi, je pense que ça revient à ce qu'on discutait. Je pense qu'on est tellement allé loin d'un point de vue idéologique, puis de vouloir façonner avec la saveur du moment, au niveau environnemental, diversité, tout ça, c'est correct, c'est vos objectifs de vie, c'est vos agendas à vous, mais ça représente pas, je pense, des priorités dans une administration municipale, puis avec les conséquences qu'on vit maintenant. Fait que moi, je pense qu'il faut revenir à la base. Sécurité, transport, puis propreté. C'est la base de la ville. Si ça, c'est fait par la ville de façon efficiente, moi, je pense que le reste va émerger de façon organique. T'sais, arrêtez de nuire. Premièrement, cesser de nuire. Ce serait la première priorité à Montréal. Laisser les gens vivre. On a, je pense que le secteur, la division la plus efficiente de l'administration de la Ville de Montréal, c'est probablement les policiers de stationnement. Là. Je veux dire, il n'y a rien de plus efficient que ça, là, à Montréal. Je veux dire, vous garez pendant 5 minutes sans mettre vous ramasser avec un ticket dans la fenêtre. Je veux dire, Mais c'est ça, justement, tu me parles de sécurité, moi j'en veux moins. Le truc avec le scandale avec les services d'incendie durant la F1, ça, c'est un trop de sécurité. Non, je comprends, ouais. Oui, plus de sécurité, ça veut dire... Ça, c'est des trucs administratifs. En fait, le scandale là-dedans, c'est qu'on comprend qu'il n'y avait aucunement un risque d'incendie ce soir-là. Je veux dire, c'est le comme... Il y avait juste un risque de faire chier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été dirigés pour nuire? C'est un peu ça la question. Quand je t'ai dit qu'on était complotistes avec cette administration-là, on se pose des questions. Mais tu sais, je pense qu'on peut faire confiance, puis même, ça va loin, tu sais, les services de police, est-ce qu'ils ont toute la latitude pour réellement faire ce qu'ils doivent faire dans certains quartiers? Moi, je pense que non. Non, mais tu sais, moins de sécurité, ça veut aussi dire, moi, je suis pour, mais à 100%, le fait de fermer les bars à 4, 5, 6 heures du matin dans certains quartiers. Moi, je pense pas. Ouais, moi, je pense que c'est pas un problème. Parce que probablement, les gens sont tous à la même place. Puis d'ailleurs, on le voit en Europe. Là, je pense pas que c'est ça qui cause des problèmes. Le fait que ça ferme tout à la même heure, au contraire, c'est qu'il y a un problème. Non, mais serais-tu pour? Ouais, moi, ça me dérangerait pas. Moi, je serais pour. Là. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ça ferme à trop. Ça vient de où, en fait, cette loi-là? C'est provincial, ça? Je l'ignore, mais je sais qu'on est quand même la place au Canada où ça ferme le plus tard. À part, et ça, les gens l'ignorent peut-être, mais à Halifax, les clubs ferment à 4 heures. Oh my God, Halifax! Ouais, okay. Halifax, Nova Scotia. Ouais. Mais moi, je pense que dans certains quartiers, tu laisses le quartier latin qui est complètement mort. D'ailleurs, je pense qu'il n'y avait pas des projets pilotes d'administration. Projet pilote. On est bon là-dedans, les projets pilotes. On pourrait faire des projets à un moment donné, une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ben écoute, moi, je suis pas contre. Moi, je pense même pas qu'il devrait y avoir de loi là-dessus. Je veux dire, tu fermes quand tu fermes, à moins que ça soit un quartier résidentiel ou du moins que ça va avec ton bon voisinage. Là. Pourquoi qu'il y a d'autres des commerces qui peuvent fermer plus tard. Moi, je pense pas que ce soit à l'État de définir ça. C'est peut-être une question de zonage aussi. Dans tel quartier, il pourra y avoir des dérogations qui sont faites. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que le mal qui afflige Montréal, c'est une agrégation, un aggregate, si on excuse l'anglicisme, de toutes les priorités qui ont été abandonnées, que je t'ai mentionné précédemment. T'sais, sécurité, propreté,
les infrastructures de transport, aborder ça d'un angle totalement agnostique. Arrêtez de voir ça d'un point de vue idéologique et de prioriser quelque chose aux dépens d'un autre. Puis le meilleur exemple, c'est Mont-Royal. C'est Mont-Royal que cette administration-là s'entranche sur un dossier aussi simple que personne ne veut. J'ai même vu des éditorialistes de gauche aller à la défense des voitures sur Mont-Royal. Là. Quand t'es rendu là, tu te dis, OK, quelle espèce de flair politique vous avez? Là? Mais ça, c'est des gens dont on peut deviner l'adresse aujourd'hui. Ouais, c'est ça, sont dans Outremont. Qui faisaient ce trajet-là. Exact. Merci d'être venu, Jonathan Lel. C'est un constat qui est dur, mais je pense que ça part de bonnes intentions. L'amour, la nostalgie d'une Montréal qui peut encore exister. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez le projet, partagez, parlez-en. Je vous dis toujours la même affaire. Le bouche à oreille, ça marche encore en 2025. Abonnez-vous. À très bientôt.